Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 3 mois, 19 jours sans nouvelles de Chérif Diallo. Oui, vous êtes chez les GG, en tout cas merci de nous rejoindre. Vous le voyez à l'écran évidemment, notre invité ce matin, monsieur Georges Faragé Tounkara. Oui, Georges Gadi Faragé Tounkara, il est l'invité ce matin des GG. Et à venir, on va s'intéresser à notre équipe nationale. Oui, ils sont rentrés bredouille le moral dans les chaussettes carrément avec une participation peu glorieuse, oui, glorieuse, il faut le rappeler. Mohamed Mori Kourouma, il est capitaine de l'équipe nationale cadette dans la deuxième partie de l'émission. Vous allez l'écouter évidemment dans cette émission. Faya Bourouno aussi se fait entendre ce matin chez les GG, responsable communication du côté de PEDN, un militant de ce côté, s'est dit être dans le viseur des partisans du pouvoir en place, donc du côté de Barreau, sous-préfecture de Kouroussa. Comment réagit-on à ces ménages du côté de PEDN? On va s'intéresser là-dessus évidemment un peu plus tard dans cette émission avec le concours de monsieur Faya Bourouno. Quelques messages reçus, GGO 8037, Koulibaly de l'ARPT, voilà, qui nous envoie ce message ce matin. Lamine, franchement, chapeau au ministre Gandhi, j'ai toujours prôné la mise en place des ministères de l'éducation et avoir au sein des institutions de formation des conseils pédagogiques et scientifiques. Il n'y a pas de problème, le message est reçu. On nous signale aussi en direct dans l'émission, l'école primaire de Eremakono, c'est ça, dans Dabola, n'a pas encore ouvert ses portes, donc pour cause les tôles du bâtiment où utilisent les élèves. Donc voilà, on a compris, donc il y a un problème d'infrastructure de ce côté. Mais sinon, qu'est dit cet autre message? Non, Lamine Amara et toutes les bonnes volontés qui existent dans notre pays ne doivent surtout pas démissionner. Lorsqu'on le met les bâtons dans les roues, il faut résister et tenir coûte que coûte. Elle, c'est une vraie combattante, voilà, une administratrice. Donc, il nous envoie ce message ce matin, Madame Si, du Mondial Tour. On reste là-dessus avec cet autre message de Dana Kaba, du côté de la présidence. Bonjour les GG. Aboubacar n'est pas clair dans ses explications. Ben attendez quand même, qu'est-ce que vous voulez, Voilà. Allez, on continue l'émission Ahmed Kamara avec notre invité. Avec notre invité, alors maintenant, nous allons non seulement parler de ces réseaux sociaux dont vous voulez parler tout de suite, mais également du système LMD et aussi de nos étudiants qui se trouvent à l'extérieur, les bourses extérieures, comment tous les gérer. On sait que vous avez également géré le département du ministère de l'enseignement supérieur. C'est pas quand même facile pour ces étudiants. Et que vous êtes fondateur, Simon Meurabon. Ouais, Université Mercure International. Voilà, c'est cela. Allez, on reste avec notre invité évidemment, Lai Junior Condé. Continuez à réagir d'ailleurs. Allez-y monsieur. Bien, alors je voudrais juste boucler parce qu'il a touché un point fondamental, Les réseaux sociaux. le rôle capital des journalistes ou des médias dans l'éducation aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les médias ont la plus grande partie en matière d'éducation parce que vous êtes les plus écoutés. Vos messages sont porteurs, vos messages atteignent les jeunes, atteignent les consciences. Alors, si vous ne donnez pas les bons messages, vous allez contribuer au déséquilibre de la jeunesse, au déséquilibre de ceux qui sont formés. Donc, le rôle éducatif des médias aujourd'hui est capital pour la bonne marche de notre pays. Et c'est pour ça que je vous cite parmi les 3 acteurs fondamentaux de l'éducation aujourd'hui, à savoir les parents, ensuite l'école et les mass médias. C'est vrai, chers amis, par rapport à vos différentes questions, le problème des bourses. La Guinée est aussi l'un des rares pays où les bourses ne sont pas données sur des bases scientifiques. Dans un pays, on donne des bourses à ceux qui sont méritants, soit par le résultat, soit parce qu'ils ne remplissent pas les conditions sociales suffisantes. Parce que le rôle de l'État aussi est que l'éducation soit un droit et non un privilège. Lorsque des individus n'ont pas les parents capables de les soutenir pour leur formation, l'État leur octroie des bourses sous condition qu'ils ne doivent pas doubler 2 fois, une fois, au risque de perdre cette bourse-là. Malheureusement, en Guinée, tout le monde est boursier. Donc cela fait que ça diminue
la manne financière que chacun doit recevoir parce qu'il y a trop de monde, mais également, ça fait de cela un droit automatique pour tout le monde. Même ceux qui n'en ont pas besoin prennent cet argent de l'État. Donc je crois qu'il faut raisonner tous ces paramètres-là et les rendre plus scientifiques. Alors vous avez été ministre de l'enseignement supérieur. Et quel est le constat que vous avez fait dès que vous êtes venu? Et est-ce que vous avez fait une proposition dans le but d'annuler peut-être ces bourses pour tout le monde? Non, il ne s'agit pas d'annuler nécessairement. Il s'agit de mettre des critères d'obtention de bourse. Parce que la bourse, normalement, on la demande. Quand on ne te la donne pas, on te la demande. On te demande de justifier certains paramètres qui voudraient dire pourquoi toi tu devrais avoir une bourse et pas l'autre. Parce que tu as des parents pauvres, mais tu as de bons résultats. Donc, il faut que l'État t'aide à poursuivre tes études. Donc, ça sont des paramètres scientifiques qui sont pris en compte dans le monde entier. Mais nous, dans une histoire de massification de l'éducation, dans une histoire de faire une éducation, une sociologie de l'éducation, nous sommes allés vers cette tendance globale et d'enseignement de masse. Alors qu'il faut aujourd'hui partir non pas vers une sociologie de l'éducation, mais vers une économie de l'éducation. Donc il faut mettre des critères scientifiques pour que l'éducation puisse être rentable, rentabilisée et que les résultats puissent être porteurs pour le pays. En ce qui concerne les bourses extérieures, je vous signale que lors de mon passage, nous avons eu un satisfecit des étudiants de l'extérieur parce que c'était la première fois que les étudiants touchaient entièrement leur bourse et à temps. Et même les boursiers nationaux ont eu une augmentation substantielle de leur bourse pendant notre passage parce que nous sommes conscients que cela n'est pas suffisant. Nous avons déploré aussi la destruction des campus universitaires parce que nous le disons partout, le campus universitaire est le lieu où s'est créée la nation. Les étudiants ensemble, qui vivent ensemble, ne réfléchissent, pratiquent et ne réfléchissent pas en termes de région, mais en termes d'intérêt estudiantin qui les propulse. Et les grandes amitiés se fondent sur les campus. On a détruit cela. Donc cela est une grande tare pour le pays. Et il faut remettre rapidement les campus sur pied pour que les étudiants soient dans de bonnes conditions de travail, mais surtout puissent être sociabilisés et puissent créer une nation. Nos étudiants à l'AB ou dans d'autres régions sont abandonnés dans des familles sur place. Ils ne font aucune expérience de la vie sociale estudiantine. Cela est grave. La nation ne peut pas se constituer comme ça. Donc, ce retour-là est important. Je veux rapidement faire un tour pour prouver le problème de la désarticulation de notre système. C'est sur le baccalauréat. Le baccalauréat est le premier diplôme universitaire, contrairement à ce que l'on pense. Ce n'est pas un diplôme de secondaire, le baccalauréat, c'est un diplôme universitaire. C'est le premier diplôme universitaire. J'ai fait le bac au Sénégal. Sur mon diplôme, c'est marqué Université de Dakar, baccalauréat du premier degré. Et le baccalauréat n'est pas organisé par le ministère de l'Enseignement secondaire. Il est organisé par l'Office national du baccalauréat, supervisé par l'Université de Dakar. Donc ce sont les rectorats en général qui dirigent ça. Sauf en Guinée, où pour des raisons sûrement financières, les gens veulent s'accaparer de la gestion de cet examen-là, parce qu'il y a une manne financière derrière. D'où la nécessité, parmi les propositions que je fais, de créer un office national du baccalauréat, tout simplement, comme ça se fait partout ailleurs. Voilà, Monsieur Georges Gadi Faragué Tunkara, notre invité ce matin chez les GG. Tamba. Alors, je vais terminer avec cette histoire de bourse, avant de revenir à la question de Ahmed Kamara et peut-être à une autre aussi. Vous avez parlé de ces bourses-là. Vous savez, il y a l'Agence canadienne pour le développement international qui a une filière, les bourses canadiennes pour la francophonie. Absolument. Alors, ça, c'est un exemple de bourse. Il y a l'autre exemple de bourse, les bourses Fulbright. Tout à fait. Malheureusement, les étudiants finissent le cycle universitaire avant de savoir que ces programmes de bourse existent. Comment apporter de la transparence dans l'octroi et l'attribution des bourses aux étudiants qui sont méritants? C'est quand même une préoccupation pour nous. Et le système LMD, pas mal de réformes de l'éducation au niveau de l'enseignement préuniversitaire, des réformes. Au niveau du supérieur, on nous a apporté un système qu'on appelle le LMD. Quelle observation vous avez, quelle appréciation vous avez de ce système-là aujourd'hui? Nous reviendrons à vos universités puisque vous en avez une également. Merci. Je vais vous dire que dès mon arrivée au ministère, j'ai déclaré que la Guinée était rentrée de façon prématurée et précipitée dans le LMD et que nous n'étions pas prêts. Mais puisque je trouve le système en route, je vais assumer et le pousser. Mais sincèrement, il faut qu'on le dise, qu'on le reconnaisse,
nous avons beaucoup de défaillances pour remplir toutes les conditions du LMD. Beaucoup de défaillances. Et il serait plus raisonnable de refondre notre vision ou de mettre le système LMD de façon progressive, comme l'a fait le Maroc. Et puis, pour être simple, ce n'est pas le nom du diplôme qui fait la qualité du diplôme. Ça n'a que ce qu'il s'appelle LMD, qu'il s'appelle MLD, mais ça ne veut rien dire. L'important, c'est le contenu de la formation et le résultat de la formation sur l'employabilité de ceux qui seront formés. Donc, il faut que nous... C'est pour ça que je parle souvent d'un enseignement supérieur décomplexé. Décomplexé sur toute la ligne. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans un suivisme qui nous entraîne dans des voies où nous ne sommes pas totalement forts et puissants. Ouais. Il faut qu'on soit raisonnable. Moi, aujourd'hui, je suis pour un enseignement supérieur court, comme le système allemand le veut, le Realschulen, qui veut qu'on aille à l'université, après 2 ans, vous êtes opérationnel, vous travaillez, vous avez un emploi parce que votre formation a été faite en fonction du besoin. Et après, si ça vous fait plaisir de poursuivre pour faire un doctorat, un ingénierat, ça c'est libre à vous. Mais dès le départ, vous avez une formation solide de base qui vous permet d'être utile pour votre communauté. Parce que quelqu'un qui n'est pas utile pour sa communauté devient rapidement un paria, c'est-à-dire un marginal. Sur les bourses, je vous disais tout à l'heure que nous, lors de notre passage, nous avons eu le satisfecit des étudiants sur les bourses. Parce que nous les avons augmentées, les avons payées à temps. Elles sont données de façon pas trop scientifique, mais qu'à cela de tienne. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit conscient que nos enfants sont abandonnés à l'extérieur. Quand les bourses ne sont pas payées à temps, comme c'est souvent le cas, c'est la misère, c'est la galère. J'ai vu des étudiants au Maroc qui avaient leur passeport hypothéqué chez des boutiquiers parce qu'ils n'avaient pas pu payer leur loyer, ils n'avaient pas de quoi manger. Il y a même des jeunes filles qui tombent dans la prostitution à cause de ce manque d'argent-là. Nos étudiants sont décriés, ils sont un peu dans la mendicité là-bas. Nous ne devons pas l'accepter. Il faut qu'on prenne les dispositions pour que les bourses soient payées à temps et régulièrement. Cela est possible. L'un des grands problèmes que j'avais souligné, mais qui semble avoir été corrigé, c'est qu'il fallait qu'on ne verse pas l'argent des boursiers sur le compte de l'ambassade, mais sur un compte différent. Parce que souvent, l'ambassade ayant des découvertes sur son compte, dès que l'argent des bourses vient, une partie est déjà raflée pour couvrir ce découvert. Et après, ce sont les étudiants qui ont des problèmes parce qu'on leur dit non, votre argent n'est pas arrivé, non, vous n'êtes pas sur la liste, alors que tout ça est fait en bonne et due forme. Ouais. Mais au-delà des bourses, il y a ce qu'on appelle la sécurité sociale qui est payée, un montant faramineux. Faramineux, les gens n'en parlent pas, mais pourtant c'est une réalité. Cet argent sert à aider les étudiants qui tombent malades ou qui ont des problèmes, ou des étudiants qui sont en fin d'études pour leur donner l'argent nécessaire pour faire leur thèse, les frappes, les saisies, les confections, ainsi de suite. Mais vérifiez où va cet argent-là. Vous verrez que nous avons des étudiants qui tombent malades, ils appellent leurs parents ici, qui sont obligés de se battre pour leur envoyer le nécessaire, parfois en retard, parfois en difficulté, ainsi de suite. Bref, il faut responsabiliser notre système éducatif, d'où la nécessité d'un ministère de l'Éducation nationale qui puisse avoir cette attitude de contrôle, de vérification, mais également de sanction et d'évaluation de toutes les structures qu'on met sur pied. Ouais. C'est cette défaillance qui fait aujourd'hui, vous allez en venir, qu'une partie des universités privées, ne remplissant pas toutes les conditions d'existence, continuent à vivre parce que tout simplement, le contrôle ne se fait pas de façon régulière, de façon scientifique. Voilà, mais vous touchez un mot en ce qui concerne ces allocations-là. Je pense que c'est super important de revenir là-dessus. Parce que moi, c'est ma première nouvelle. On sait que les étudiants tombent malades souvent à l'étranger, d'autres décèdent. Comment ça se passe? Parce que là, vous touchez à une plaie. Là, à l'étranger, mais même ici, il faut parler de cette prise en charge sanitaire également, même dans les universités nationales. Tout à fait. Qu'en est-il? Mais Monsieur Guirassy, je vous dis, ce montant est débloqué pour les étudiants. Nos centres médicaux s'appellent centres CHU, c'est centres hospitalo-universitaires. Ça veut dire qu'ils sont rattachés directement à l'université. Ce qui veut dire que normalement, nos étudiants doivent avoir des prises en charge dans ces institutions. C'est une grande information. Les étudiants doivent avoir une prise en charge dans ces institutions. Mais tout ça, je vous dis encore, est dû
à l'absence de ce grand ministère qui soit capable de dresser les lignes, de les suivre. Oui, mais monsieur Kandi, vous avez quand même été ministre. Ouais, attendez, absolument. il est important de souligner, vous avez quand même été ministre, même si le temps a été court. Qu'est-ce que vous avez fait pour communiquer sur ces aspects-là, pour informer les étudiants et pour faire en sorte que cette prise en charge soit actée? Au niveau, par exemple, des boursiers, nous avons exigé que la sécurité sociale soit effectivement mise en application. Moi, j'ai reçu, sans me vanter, je n'ai fait qu'appliquer les textes, j'ai reçu un satisfecit des boursiers. Les grandes gueules. Pour avoir appliqué et avoir donné à temps, sans retard et entièrement les bourses des étudiants. On parle des bourses Parce que sanitaires. On parle des bourses sanitaires. Pourquoi la il n'y a pas prise en de charge. prise en charge sanitaire? Pourquoi il n'est pas encore effectif? Il n'y a pas de bourse sanitaire La prise en spécialement, charge, donc. mais il y a normalement une prise en charge. Et moi, je sais que lorsque j'enseignais encore à l'université de Conakry, cette prise en charge se faisait. Les étudiants qui tombaient malades, notamment ceux qui avaient des problèmes de dents, il y avait un centre dentaire à côté où ils allaient. Ouais, ça existe très souvent. toujours. Hein. Et ceux qui tombaient malades aussi se présentaient au niveau de l'infirmerie. Il suffit tout simplement, chez Roby, de créer ces conditions-là. On ne les invente pas. Nous avons l'espace au niveau de tous les campus pour développer un centre spécial rapproché de proximité de santé pour les étudiants. Mais cela nécessite de leur fournir des pièces d'identité dans ce sens. Par exemple, une carte sanitaire étudiant pour leur permettre d'aller dans ces CHU, se traiter. Mais le badge étudiant, ça suffit. Le badge, et aujourd'hui, on a tendance à aller vers un badge numérique. C'est important, hein, la mine. J'ai pas dit le contraire, moi, je revis. Les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas qu'ils doivent aller s'arracher les dents gratuitement. Roby, s'il te plaît, sous votre magistère, est-ce que cette prise en charge a été effective? Ça a été effectif, non seulement au niveau des étudiants, mais également au niveau des enseignants et du personnel du ministère. Nous avons eu à prendre beaucoup d'évacués en charge. Oui. Nous avons même eu, pour la première fois, je le répète encore, nous avons payé entièrement la formation et la préparation pour l'agrégation du CAMES. La première fois que la Guinée a envoyé 23 candidats pour le CAMES et on a fait 100%, ça a été sur notre ministère. Et ces hommes sont revenus et par la même occasion, nous avons eu le plus jeune agrégé d'Afrique. Oui. La personne du professeur, je crois, Diallo, je ne me souviens plus très bien. Oui, mais à vous entendre, on a l'impression qu'il y a un besoin de redéfinir la cartographie même du système éducatif guinéen. Est-ce que vous pensez que cela passe forcément par la révision des programmes pour répondre à la nécessité de l'adéquation formation-emploi, ou est-ce que quel modèle d'éducation, de système éducatif la Guinée devrait adopter pour être parmi les nations les plus considérées dans ce secteur? Un système éducatif concret et basé sur la réalité. Nos programmes scolaires aujourd'hui sont très lourds. Ils sont très lourds et de façon inutile. Vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, on ne peut pas surcharger la tête de l'enfant avec des leçons longues de mémorisation, ainsi de suite. Une question, une information, en 2 minutes, on l'a sur Google. Il faut tenir compte de ça. Donc, il faut que nous puissions avoir des programmes allégés pour permettre à l'élève de souffler et de développer son esprit sur des objectifs beaucoup plus précis de recherche sur son autonomie et ainsi de suite. Donc un enseignement numérisé en quelque sorte. Pas forcément. À la carte. À la carte. C'est le voilà. Allez-y, Abaka Diallo. C'est le mot à la carte. Une question forcément sur les universités. Vous êtes fondateur d'une université. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour assainir? Il y a une profusion d'universités et on connaît la qualité de l'enseignement qui est donné dans ces universités-là. Il y a un problème de corps enseignant, mais un problème aussi, pour peut-être parler des questions liées au système LMD qu'il faut. Mais quel diagnostic dans le secteur le président Alpha Condé a promis d'enfermer? Il a raison. Moi, j'approuve cette démarche. Si nous arrivons à compenser ces fermetures par la création d'institutions publiques ouvertes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'enseignement privé est une concession de l'État.
l'État a pour devoir prioritaire de former et d'éduquer tous ses citoyens. Puisqu'il n'a pas les capacités de les mettre tous au sein d'institutions publiques, il autorise des particuliers à le faire. Mais le problème qui se pose, c'est que les textes d'ouverture, les textes de fonctionnement sont propres, mais ils ne sont pas appliqués. Et tout le problème est là. Notre problème en Guinée, c'est cela. Si vous voyez les conditions d'ouverture d'une école et d'une université, et que vous voyez certaines écoles, certaines universités, vous allez vous poser des questions. Donc, d'où encore, je vous dis, ce ministère d'éducation nationale. Parce que il est difficile pour un département, pour des raisons X ou Y, de donner un agrément d'ouverture et de revenir le fermer après. Parce que tout simplement, ce sont déjà faite. Voilà. Donc il faut une institution différente qui puisse venir l'évaluer et prendre une décision de fermeture. Ça ne peut être que ce ministère qui soit au-dessus ou en tout cas qui coordonne toutes ces autres structures-là. Je crois que c'est cela qui... Il y a des critères d'évaluation qui existent quand même, des critères de notation en fonction desquels les universités sont classées. Beaucoup ne respectent pas. Et vous, honnêtement... Mais ce n'est pas exécuté, il l'a dit, ce n'est pas appliqué. Vous, monsieur Tounkara, vous, honnêtement, vous connaissez ces critères d'évaluation. Tout à fait. Vous avez même dit que lorsque vous étiez là au département, ces critères avaient été mis sur pied et qu'ils fonctionnaient. Est-ce que vous estimez que votre université répond à ces critères aujourd'hui? Tout à fait. Il y a beaucoup d'universités. Mon université répond. Mais il y a beaucoup d'autres universités qui répondent à ces critères-là. Les grandes gueules. Il y en a aussi qui ont des faiblesses sur ces critères. Mais le problème encore, lorsque nous sommes arrivés, nous avons imposé l'évaluation. Les universités ont été évaluées. Les universités continuent encore à être évaluées. Sauf mais que malheureusement, mis dans les tiroirs, malheureusement, mais justement, ça c'est la faute à qui? Les universités sont encore évaluées, mais malheureusement, ces résultats ne sont pas vulgarisés. Ces résultats ne sont pas vulgarisés et on ne tient pas compte de ces résultats pour procéder à un classement scientifique des universités. Vous parlez... Donc, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Il faut une structure autre pour évaluer et sanctionner. Oui, justement, en parlant de sanctions, vous parliez de la difficulté de fermer certaines universités lorsqu'on a déjà autorisé ces universités-là à ouvrir et qu'il y a déjà des étudiants là-dedans. Mais est-ce qu'il ne faut pas parfois décider de mettre sous tutelle certaines universités pour une période, certaines universités, les confier à d'autres qui ont des résultats afin de corriger un peu les difficultés qui sont là, puisque c'est difficile de fermer. C'est pas étatique, hein, Roby. Oui, mais non, mais il faut parfois... L'État peut s'impliquer, c'est l'État qui donne le droit. À un moment donné, si l'éducation est bâclée, qu'est-ce que vous faites? L'État s'assoit, on croise les bras, il y a des universités qui forment des étudiants qui ne savent même pas écrire. Non, mais ne m'attaque pas, mon Roby. Oui, mais c'est parce que vous m'attaquez déjà. Mais non, pas du tout, je suis en train de t'expliquer, mon grand. Est-ce que toi, tu prends pour réquisitionner les universités? C'est ce que tu veux dire? Pas réquisitionner, les mettre sous tutelle pour une période, le temps de les réévaluer. Non, mais attendez, je pose la question à monsieur le ministre. Mais il a parlé d'une institution qui doit faire l'évaluation et prendre des sanctions. Non, je parle de la sanction. La sanction est très claire. Il est difficile de les fermer parce que des étudiants, ils sont déjà, parce que les universités ont le droit d'ouvrir, ils sont légales, mais il y a des enfants qui étudient. Alors, l'université ne répond pas aux normes. Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de confier pour une période une université à une autre qui a beaucoup plus de résultats, le temps d'influencer le résultat intérieur? C'est ça ma question. C'est possible. Voilà. Vous savez, tout ce qui peut contribuer à mettre de l'ordre est bienvenu. Voilà. C'est une possibilité qui peut se faire. Maintenant, il faut voir. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre les créateurs d'universités et certaines structures qui sont chargées du contrôle de ces universités-là. Voilà, donc il faut harmoniser tout cela. Il faut, la première des choses est aussi le changement de mentalité. Il faut que l'on sache que les universités privées ou l'enseignement privé n'est pas adversaire de l'enseignement public, mais complémentaire. Il faut que cela aussi rentre dans l'esprit, dans la mentalité des gens, pour que les deux puissent marcher de pair. On parle souvent aussi du coût élevé des scolarités. Il faut que l'on sache que dans la majeure partie des pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque l'enseignement privé est une concession de l'État, ces établissements bénéficient de subventions. Les subventions permettent particulièrement d'assurer le salaire des enseignants dans le privé.
ce qui permet à l'école d'avoir des taux de scolarité très faibles. Donc, c'est vous dire encore qu'il est nécessaire de revoir tout notre système, de le rendre performant en utilisant ce qui a marché ailleurs pour faire la même chose chez nous. Si aujourd'hui les établissements ont une subvention, c'est sûr que le taux de scolarité va baisser parce que la majeure partie de l'argent qui est perçu rentre dans le paiement du salaire des enseignants. Mais la subvention aussi permettrait une sorte d'égalité de chance entre les enseignants. Ça veut dire qu'un enseignant du privé bénéficiera des mêmes formations que celui du public. C'est-à-dire, ça va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et la passerelle sera faite entre le privé et le public, de façon scientifique et de façon ordonnée. Elle existe déjà, mais de façon officieuse. Ouais. Donc, il faut l'officialiser en mettant les passerelles propres et claires. Et comme ça, la navigation va se faire correctement entre les deux. Voilà, Monsieur Georges Gadi Farigeg Tunkara, évidemment, avec nous dans ce studio. Notre invité, on le dit, les défis de la formation en Guinée. Quelle société, pour quelle formation, pour quelle société? Il est notre invité ce matin. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, beaucoup de compliments ce matin. Les auditeurs, évidemment, qui réagissent en direct. Pauvre de ce futur office national du baccalauréat. Il sera encore pour les mêmes problèmes de sous-étouffé par les ministres. Bonne chance quand même, Gandhi. Je prie que tu reviennes au gouvernement, franchement, pour apporter des réformes. Suivez mon regard. C'est lui qui nous a envoyé ce message, évidemment. Monsieur Gandhi a une vision porteuse du progrès sur le secteur de l'éducation. J'espère qu'il reviendra à la tête de ce département ministériel. Ibrahim Khalil Chérif, du côté de Cancan, qui nous envoie ce message en direct. Beaucoup d'autres réactions sur notre plateforme, évidemment. Avant de clôturer avec notre invité, Monsieur Tunkara, voilà, qu'est-ce qu'il veut dire? Le message n'est pas venu au complet. Bonjour, c'est Yarba Guissa. Le cas UFR, mais ça c'est à la télévision en fait, le monsieur est en train de regarder façon à la télévision parce que c'est pas la même émission qui passe là, voilà. Allez, on reste là-dessus, Ahmed. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, monsieur le ministre, finalement, parce qu'on a qu'à voilà. Voilà. Allez-y. Moi, je voulais dire en conclusion, est-ce que vous convenez avec nous que finalement l'avenir même de notre pays est hypothéqué au visa de ce qui est en train de se dérouler, nos apprenants n'ont plus de niveau, l'enseignement est sacrifié. Est-ce que vous êtes d'accord que l'avenir même de notre pays est hypothéqué aujourd'hui? Il est en tout cas légèrement en danger parce que c'est l'éducation qui fait d'un pays ce qu'il doit être. Sans éducation, on ne va nulle part. Et permettez-moi de citer le grand Danton qui disait au lendemain de la Révolution française, je cite, « Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. » Parce que l'éducation intervient dans tous les domaines de la vie sociale. Ce qui me permet de glisser sur le sport, puisque vous allez recevoir tout à l'heure le capitaine guinéen. Le sport fait partie du ministère de l'Éducation. Le sport est un problème d'éducation. Et le problème de notre sport aujourd'hui est un problème d'éducation et de formation. On ne peut pas improviser. Regardez les résultats du Mali, qui viennent de loin. Mais où les fils du Mali, les footballeurs européens en France, en Europe, partout, ont contribué à la mise en place sur le terrain d'écoles de formation. Chez nous, en Guinée, nous n'avons pas ces écoles de formation. Chez nous, en Guinée, nous n'avons pas ces structures d'encadrement. Chez nous, en Guinée, nous voulons avoir subitement des résultats alors que nous n'avons pas préparé pour gagner ces résultats. Ouais. Conséquence, nous allons de déception en déception. Nos enfants ont les qualités physiques, ils ont tout, ils ont la volonté, tout ce qu'il faut. Malheureusement, ils ne sont pas formés, éduqués à ça. Donc tous les problèmes viennent de ce problème d'éducation-là. Et sans éducation, sincèrement, nous aurons du mal à avancer. Ouais. C'est pourquoi l'éducation reste la base nécessaire pour notre développement socio-économique. Bien. À ce point-là, je veux vraiment insister dessus. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Voilà, les GG continuent. Les grandes gueules.
Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Direction l'intérieur du pays, Prince Diallo. On va essayer de joindre, voilà. Non, plutôt ici à Conakry, parce que c'est à l'intérieur du pays, évidemment, ça se passe. Un militant du PEDN s'est dit être dans le viseur des partisans du pouvoir en place, donc à Baro, sous préfecture de Kouroussa. Son crime, avoir affiché, tenez bien, de manière ostentatoire, son appartenance au parti de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. L'ultimatum de 72 heures qui leur a été donné pour quitter Baro expire donc ce mercredi. Comment réagit-on à ces menaces au sein du PEDN? François Bourneau, vous allez l'écouter dans un instant sur Radio Espace. Malheureusement, voilà, on ne peut pas avoir le capitaine du Sili ce matin chez les GG, voilà, parce qu'on me dit qu'il n'est pas dans les locaux. Il n'y a aucun souci. Donc, presque, on va essayer de partir là-dessus. Mais Ahmed, d'abord, débrief, on a écouté Georges Gadi Faragui Tunkara. Voilà. Je pense qu'il a été. Le micro il est toujours fermé. Voilà. Je pense qu'il a été clair et le diagnostic est vraiment excellent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair que le système éducatif souffre. Et il y a plein d'aspects aujourd'hui qu'on devrait corriger, qu'on ne corrige pas. Je suis d'accord avec Aboubacar quand il parle de l'avenir de ce pays. Je pense que le mot hypothéqué est un peu trop fort parce que quand même, il faut signaler qu'il y a d'autres qui tirent leur épingle du jeu. Mais voilà, si on n'y prend pas garde, comme on l'a toujours dit, ceux qui nous ont gouvernés depuis tout ce temps, ce sont leurs enfants qui vont continuer à gouverner parce qu'ils ont quand même mis les moyens à la disposition de leurs enfants pour aller étudier dans les plus grandes universités aujourd'hui du monde. Ils reviendront gérer ce pays. Donc ce que je dis tout simplement, que chaque parent prenne ses responsabilités. L'État de toutes les façons doit prendre ses responsabilités. Mais quand on connaît aujourd'hui l'État auquel on fait face, bien évidemment il faut prendre ses responsabilités parce qu'aujourd'hui l'État quand même a démissionné à plusieurs niveaux et ce n'est pas normal. Si on continue comme ça, bien évidemment à l'intérieur on n'aura que des générations sacrifiées et c'est ceux qui viendront d'ailleurs qui viendront imposer leur dictat. Allez-y. Alors qu'il parlait de l'éducation en Afrique, Abdoulaye Wade, ancien président sénégalais, il a dit « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quelle nation tu seras ». Et ça a toujours retenu mon attention. Si encore en Guinée, il y a des universités où pour retirer son relevé de notes, on vous dit « Allez acheter un papier RAM pour qu'on vienne tirer ». Je vous le dis, ces universités existent et elles sont même publiques. Vous allez vous étonner. C'est encore une fois dire combien de fois l'enseignement est délaissé en Guinée. Mais encore une fois, l'articulation dont parlait Gandhi entre éducation et enseignement, elle est très utile, nous en saurons davantage. Voilà, François Bourneau en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Bourneau, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Lamine et bonjour à l'équipe de GG. Bienvenue dans cette émission. Nous apprenons depuis quelques jours qu'un de vos militants à Baro serait dans le viseur des partisans du parti au pouvoir. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous en savez? Effectivement, c'est depuis la semaine dernière qu'on a cette situation sous la main. Il s'agit de M. Michou Chaya, qui est de Kouroussa. Il s'est installé à Baro depuis la Première République. Il a épousé une fille de Baro. Il a eu des enfants là-bas depuis très longtemps. Donc la semaine dernière, il a reçu effectivement une visite de 4 sages de Baro. Ils sont venus lui dire de quitter le village parce que c'est lui qui a milité dans le PIP à l'époque et actuellement aussi il milite dans le PDN. C'est lui qui a reçu les délégués du PDN qui étaient venus sécuriser les votes à Baro. Donc, il lui demande de quitter immédiatement le village. Ouais. Donc, c'est ainsi que Michou a remonté la nouvelle à notre niveau. Ouais. On a essayé de prendre contact avec les autorités qui sont là-bas. Il a contacté le sous-préfet. Moi, personnellement, j'ai eu le sous-préfet. J'ai discuté avec lui. Il a confirmé qu'effectivement, le problème était réel. Et je lui ai demandé les dispositions qu'il a prises. Il dit qu'il est en train de négocier avec les sages pour qu'on laisse Michou à Baro. C'est ainsi qu'il a promis revenir vers nous, s'il vous plaît. Allez-y. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. On a joint le ministre des Droits de l'Homme, M. Gassama, le samedi dernier, qui nous a demandé à ce que l'on prenne contact avec son cabinet, parce qu'il a déploré l'acte et qu'il partait en mission. Mais malgré une fois en mission, il va continuer à suivre le dossier. Mais jusque-là, on n'a pas eu son retour. Hier, ça fait 3 jours, Michou a été convoqué par la préfecture. Il a été reçu par le préfet, le maire, le député de Kouroussa et toutes les autres autorités. Malheureusement, ces gens n'arrivent pas à résoudre le problème.
Et nous sommes dans cette situation. Bien. Monsieur Bruno, c'est vrai, personne ne peut concevoir le fait qu'un citoyen régulièrement établi dans une localité soit l'objet de menaces et qu'on lui demande de partir de là. Personne. Mais en notre possession, il y a ces informations aussi qui font état du fait que c'est monsieur, comment il s'appelle, ce monsieur en tout cas, celui qui aurait dit que les délégués du PDN avaient été chassés de barreau la veille de l'élection présidentielle du 11 octobre, alors que, oui, attendez quand même, alors que, oui, j'ai dit, des informations en ma possession nous révèlent que c'est bel et bien vrai que les délégués du PDN sont arrivés, mais qu'ils n'auraient pas retrouvé son domicile à Barreau et que finalement, il se serait retourné plutôt, donc qu'il n'aurait pas été chassé. Et que par la suite, c'est monsieur donc, qui a dit que les délégués ont été chassés. Première observation. Deuxième observation, et parce qu'on sait que dans la foulée, le PDN avait invoqué cela même dans son recours, et pour demander l'annulation donc, du vote à Barreau. Alors, ce qui se passe, c'est que les populations de Barreau pensent que ce monsieur aurait été, en tout cas, si le recours du PDN prospérait, c'est lui qui aurait été à l'origine de l'annulation du vote des Barroca. Alors, est-ce que vous comprenez toutes ces observations, M. Bruno? Mais je parle même sur la base de vos hypothèses, parce que d'abord, ce qui n'est pas vrai, il a reçu les délégués ne l'ont pas porté à France chez lui. Mais à supposer que l'hypothèse que vous posez soit vraie, est-ce que cela vaut d'excommunier ou de chasser un citoyen d'un territoire donné à la République de Guinée? Clair. Ce n'est pas une nouveauté. C'est clair. Dans cette requête, on a annulé 1000 voix à Dabola. Ouais. Est-ce que cela, n'est-ce pas, a demandé la chasse, n'est-ce pas, contre les représentants des partis politiques d'opposition? En 2010, toute la circonscription électorale de Farana a été annulée en termes de voix. Mais les gens n'ont pas été chassés. Je pense qu'il y a une discipline qu'on doit observer. Aujourd'hui, le succès de la démocratie en Guinée, nous serons tous les bénéficiaires. Et l'échec de la démocratie, nous serons tous les victimes. Ouais. Il faut qu'on milite pour que les droits de l'homme soient respectés, pour que les principes démocratiques n'empiètent pas l'élan de l'unité nationale et de la cohésion qui doit exister en Guinée. Alors François, 72 heures, c'est déjà arrivé. Quelle est la situation du côté de Barreau aujourd'hui? Bon, jusque-là, la dernière fois, c'était même hier, quand on a eu Michou au téléphone, même le président du parti est très actif d'ailleurs sur le dossier, M. Lansana Kouyaté, il a eu Michou au téléphone, qui lui a fait le compte-rendu de l'entretien entre le préfet et lui avec les autres autorités de la place. Et le préfet dit à Michou que puisqu'il n'arrive pas à convaincre les sages pour son retour à Barreau, donc à Malinké, excusez, je vais dire ce que le préfet lui a dit, que Michou téléphlaning Douma. C'est ainsi, vous savez, à Malinké, quand on dit téléphlaning et téléphla, c'est deux choses différentes. Téléphlaning, c'est une période indéterminée, c'est-à-dire patiente-toi jusqu'à ce qu'on résout le problème. Ouais. Si au moins il disait à Michou, téléphla Douma, ça c'est 2 jours, 48 heures, au moins Michou pourrait retourner. Donc la situation reste sur la table. J'ai essayé de joindre le ministre de la Justice en vain, le ministre de l'Administration du Territoire en vain, mais le chef de cabinet du ministre de l'Administration a été appelé par le préfet en début de semaine, mais jusqu'à présent, aucune réaction. Bien. C'est d'ailleurs ce qui est aussi déplorable, l'absence de l'État dans de telles situations. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Faya Bruno. Merci beaucoup Bruno en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. On a pris par le temps malheureusement. C'est moi qui vous remercie. Allez, à très bientôt. Roby, on a écouté Bruno. Je suis éberlué ce matin quand j'entends cette histoire. Mais oui, mais téléphilanie, ça n'a rien à voir que le monsieur soit à l'origine du recours de PDN, mais qu'on s'en moque. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a ici l'irresponsabilité totale du préfet de Barreau qui n'arrive pas à résoudre. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Le sous-préfet. De ces Barreaux, c'est ça, qui n'arrive pas à résoudre un problème soulevé par 4 citoyens. 4 sages qui décident de rendre persona non grata un autre qui vivait là depuis très longtemps. Mais ça ne se passe que ici. Mais je perds mes mots, je vous le jure que c'est incompréhensible. Calme-toi. Non mais, tu vas avoir une crise cardiaque. Non mais sérieusement, c'est énorme ce qui se passe. Alors aujourd'hui, vous parlez du sous-préfet. C'est clair que s'il n'arrive pas à gérer ce problème, c'est une chaîne. Je vous dis aujourd'hui, après le sous-préfet, ce sera le préfet. Après le préfet, ce sera également le ministre de l'administration. Et après, ils attaqueront le premier ministre. C'est clair et je pense que si nous n'arrivons pas à résoudre ça, c'est une honte pour la République. Monsieur le président de la République, vous avez décidé
vous avez décidé que tous les Guinéens devaient être libres de tout mouvement sur le territoire national. La loi le et dit. je ne suis pas d'accord que qui des décide, sages, c'est la loi. qui sont La loi ces le sages? dit. Ces sages n'ont pas la paternité de ce village, c'est la paternité de tous les Guinéens. La terre appartient à l'État, la terre appartient aux Guinéens. Ça n'appartient pas à 4 personnes, alors que ces sages se ressaisissent et que l'État d'ailleurs les appelle pour qu'ils puissent s'expliquer carrément. Et puis c'est quoi cette histoire à chaque fois qu'un ministre est saisi d'un dossier brûlant, je suis en mission, à chaque fois qu'ils... Oui mais c'est là, oui mais justement on l'a remarqué dans cette émission, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'on dise qu'on est saisi, vous ne travaillez plus. Justement, qu'on a saisi telle autorité, l'argument placé c'est je suis en mission, je suis en instance de voyage, il faut contacter mon cabinet, même si je suis à Honolulu, je vais continuer à m'occuper de ça, il n'y a pas de résultat. Écoutez, faites très attention. Merci. Parce que ce pays-là, on est tous Guinéens, on a tous besoin de circuler ici. Il n'y a personne qui a le droit de me dire, moi, de quitter Conakry parce que le matin, je le regarde mal. Mais c'est pas possible. Franchement, j'ai envie de rire à gorge déployée quand j'entends... Tu es libérien, tu vas quitter ce pays-là. Mais tu peux pas, je suis guinéen, je reste ici. Allez-y, voilà. Franchement, j'ai envie de rire à gorge déployée quand j'entends toutes ces élucubrations. C'est quand même assez ubuesque d'entendre un sous-préfet dire qu'il va négocier avec des sages, comme si c'était des sages qui régentaient, n'est-ce pas, la vie dans cette sous-préfecture. C'est assez grave, Lamine. On s'amuse avec des trucs, avec des banalités qui sont devenues assez courantes en Guinée. Je pense qu'aucune partie de la Guinée n'est la chasse gardée d'un parti politique. Et la liberté de penser, d'opinion est consacrée par nos textes de loi. Il faut la respecter. Ce qui se passe à Barrow est assez symptomatique de la mauvaise formation des administrateurs territoriaux. Parce que quand un administrateur territorial, comme le sous-préfet, qui représente le pouvoir central dans cette sous-préfecture, dit nous allons négocier avec les sages, eh bien, Lamine, je dis pauvre de nous. On est mal lotis. Allez-y, Abakar. Bien, j'ai dit que ce problème, il semble banal. Je pense que Djibril, c'est pas des banalités, c'est pas des élucubrations. Non, mais c'est assez sérieux. Attendez. Je pense que l'État doit agir très vite pour faire en sorte que ce cas-là ne devienne pas un mauvais précédent. Parce que si jamais ces citoyens n'arrivaient pas à retourner à Barrow, je pense que cela peut présager de situations conflictuelles, en tout cas des situations de cohabitation difficiles entre des militants de différents partis dans toutes nos localités. C'est pour dire que c'est extrêmement important que l'État, à travers ses représentants, je pense pas qu'il faille voir la personne du sous-préfet. Parce que le problème a été remonté au niveau du préfet de Kouroussa, M. Draman, qui ne doit pas se... Attendez, Djibril, qui ne doit pas se poser des questions. M. Draman doit faire en sorte que ces citoyens retournent dans les plus brefs délais à Barrow, qu'ils soient réinstallés là, qu'ils soient sécurisés. Mais quand même, au-delà de ça, c'est vrai aujourd'hui que ces citoyens, il aura des rapports assez difficiles avec ceux qui veulent les conduire là. Mais les quatre personnes dont on qualifie des sages, à mon avis, ce ne sont pas des sages, parce qu'un sage n'agit pas de la sorte pour aller demander à un autre citoyen de quitter là où il est installé. Merci beaucoup, Abakar Diallo. Voilà, demain, on va vous retrouver évidemment pour un autre numéro. Mesdames et messieurs, grand merci à vous qui nous regardez à l'international. Vous pouvez continuer à réagir évidemment avec cet autre numéro de téléphone. J'espère que le réalisateur va le marquer en bas évidemment. 00224 657 39 13 13. Dans un instant sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Moussa Moïsila. Le 22h, la grande édition d'information de la télévision. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.